contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la Russie et le Mali renforcent leur coopération. La deuxième session du groupe de travail russo-malien sur la question s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Le Mali et l'Algérie passent en revue l'accord de coopération militaire et technique qui unit les deux pays. La sécurité le long de la frontière commune et la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne sont au cœur de cette rencontre. Historiens, sociologues et communicateurs traditionnels réunis pour échanger sur les moyens de valoriser l'œuvre et l'héritage de Bala Faseke Kouyaté, griot magicien de l'empereur du Mandé, Soundiata Keïta. C'est à la faveur d'un colloque international ouvert cet après-midi. Merci de nous suivre sur l'ORTM et vous avez raison. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. Mais avant de développer ces titres, Ibrahima Djombeli à mes côtés pour nous livrer le contenu du Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État, Amadou Toumani Touré. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nania, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale. Les fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale sont régis par le statut général des fonctionnaires qui fixe les principes communs à l'ensemble des fonctionnaires. Ils ont également soumis depuis 1982 à un statut particulier qui détermine les dispositions spécifiques aux fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale. Cependant, depuis l'adoption de ces statuts particuliers, des mutations profondes sont intervenues tant au plan juridique, institutionnel, économique que social. L'adoption de la loi du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires, la création de la nouvelle école nationale d'administration ont apporté un changement en ce qui concerne les conditions de recrutement. Par ailleurs, la restructuration des services du travail et de la sécurité sociale a conduit à une redéfinition de leur mission. La recrudescence des conflits de travail, le développement du secteur privé ont rendu beaucoup plus complexes les tâches des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale. Pour accompagner positivement ces changements, les fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale doivent être bien formés, être assurés de pouvoir travailler dans les conditions de stabilité et de sécurité et être motivés notamment par des perspectives de carrière. L'adoption du présent projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale s'inscrit dans ce cadre. Il énonce les missions des fonctionnaires du corps, des administrateurs et des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale en les adaptant aux évolutions constatées, actualise les conditions de leur recrutement, détermine les conditions de service et ouvre des perspectives de formation et de carrière pour les agents. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'étude et au contrôle des travaux de construction du seuil de Kourouba au compte du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengué. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Sélengué qui vise à assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté, il a été prévu la construction des seuils de Djéné et de Kourouba sur le fleuve Sankarani. Le présent marché conclu dans le cadre de la réalisation du seuil de Kourouba porte sur les prestations d'études et de contrôle des travaux de construction du dit seuil. Il est attribué après appel d'offres au groupement d'entreprises Aegis Betico, Coin et Bélier pour un montant d'1,93 milliard de francs CFA environ avec un délai d'exécution de 34 mois et a été approuvé par le Conseil des ministres conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Le financement est assuré par le Fonds africain de développement FAD. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 54 594 de Kati, 6 à Tabakoro, dans la commune de Kalabankoro.
Les bâtiments abritant actuellement le centre d'accueil et de placement familial apparaissant comme vétustes, exigus et inadaptés à ces activités, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a sollicité et obtenu du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme l'affectation d'une parcelle de terrain pour les besoins du centre. La parcelle affectée au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille d'une superficie de 48 à 92 centiares est destinée à la construction des nouvelles infrastructures du centre d'accueil et de placement familial en vue de contribuer à l'amélioration de la qualité des services rendus aux enfants en situation difficile et de moderniser le cadre de travail du personnel. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, conseiller technique, Madame Makalou Awa Anoun Mar, ingénieure des eaux et forêts. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, conseiller technique, Idrissa Sankari, administrateur civil, secrétaire agent comptable au consulat général du Mali à Abidjan, Bokarso, inspecteur du Trésor au titre du ministère de la Justice. Président de la section des comptes de la Cour suprême, Kloussama Goïta, inspecteur du Trésor, conseiller à la section judiciaire de la Cour suprême, Mahamadou Berté, magistrat. Directeur des finances et du matériel, Bakary Koulibaly, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, inspecteur adjoint à l'inspection des domaines et des affaires foncières, Madame Sila Awadialo, administrateur civil, inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières, Youssouf Dambélé, administrateur civil. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, le Conseil des ministres a déclaré férié la journée du 26 décembre 2011 et celle du 2 janvier 2012 en application de la loi numéro 540 du 22 juin 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au plan stratégique de prévention et de contrôle des infections associées aux soins et plan d'action 2012-2016. Les infections associées aux soins sont celles qui surviennent au cours ou au décours de prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative ou éducative d'un patient, et si elle n'était ni présente ni en incubation avant. Ces infections liées aux procédures de soins constituent aujourd'hui l'une des préoccupations majeures pour la sécurité des patients, malades ou non, des professionnels de la santé et des visiteurs. Elles touchent chaque année des millions de personnes dans le monde, entraînant des décès et incapacités, mais aussi d'énormes dépenses financières. Au Mali, le risque élevé de transmission des infections associées aux soins survenus dans les structures sanitaires a amené les autorités à mettre en œuvre d'importantes mesures de prévention et de contrôle de ces infections, surtout avec l'apparition du VIH-Sida. Cependant, ces mesures demeurent insuffisantes et doivent être renforcées en vue de protéger les patients, leurs accompagnants et les agents de santé. Le plan stratégique de prévention et de contrôle des infections associées aux soins, objet de la présente communication, a été élaboré dans ce cadre. Il a pour objet de contribuer à la prévention et au contrôle des infections associées aux soins, y compris le VIH-Sida, dans les établissements de santé d'ici 2016. Le plan définit les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années. Son coût est estimé à 4,574 milliards de francs CFA. Voilà, Nyanya, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci, Ibrahima. Merci et bonne suite. Et partons à la primature où Mme Sissé Mariam Kaïdama Sidibé a reçu cet après-midi la visite d'une délégation du tribunal pénal international pour le Rwanda. Les missionnaires qui vont passer 3 jours au Mali sont au nombre de 5. La visite s'inscrit dans le cadre de la journée annuelle du tribunal dans les pays signataires de l'accord sur l'exécution des peines. Actuellement, 13 détenus purgent leur peine au Mali. Nous écoutons Adama Djenk, sous-secrétaire général des Nations Unies, greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est au micro de Salimata Ndao.
Il existe un accord de coopération entre le Mali et l'Organisation des Nations Unies portant sur l'exécution des peines. Et c'est dans le cadre de cet accord que j'ai rendu visite à Madame le Premier ministre pour faire un peu le point de cette coopération. Et je dois signaler que cet entretien que nous avons eu a été empreint de cordialité, et ce qui m'a surtout fait plaisir, et j'insiste là-dessus, c'est la bonne maîtrise de ce dossier par le Premier ministre. Je dis merci au peuple malien qui a bien voulu accorder l'hospitalité aux condamnés du tribunal pénal international pour le Rwanda, d'avoir permis à ces hommes qui ont été condamnés pour des crimes extrêmement graves, le crime de génocide, crime contre l'humanité, de pouvoir aujourd'hui purger leurs peines, payer leurs dettes à la société, à la communauté internationale également. Et c'est aussi un aspect extrêmement important de contribution à la lutte contre l'impunité. Et c'est comme ça que je vois l'appui du Mali. Et le Mali qui a donné un nombre de ses enfants à des institutions internationales. Je pense à la juge Diarra qui est à la Cour pénale internationale, au commandant du centre de détention des Nations Unies, Seydou Guindo, et tant d'autres. Voilà, Adama Dieng, sous-secrétaire général des Nations Unies, greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est au micro de Salimata Ndao. La Russie et le Mali renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Maliens et Russes sont réunis à Bamako pour la deuxième session du groupe de travail russo-malien. La session aborde plusieurs sujets, dont l'impact des événements en Libye sur la situation dans la bande sahélo-saharienne, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Les deux délégations échangent également sur l'expérience russe en matière de lutte antiterroriste. Bourama Traoré, compte rendu. Mali est notre partenaire privilégié. Nous sommes très Voilà, petit problème technique. Nous allons retrouver ce journal probablement et cet élément probablement avant la fin de ce journal. La collaboration entre les armées maliennes et algériennes s'intensifie, elle aussi, ceci à la faveur de la 6e session du comité mixte de suivi de l'accord de coopération militaire et technique Mali-Algérie. Au cours de cette session militaire, Maliens et Algériens échangeront sur plusieurs thèmes tels que la sécurité le long de nos deux frontières et la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Amadou Ouattara, compte rendu. Par cette 6e session du comité mixte, malien et algérien renforcent davantage leurs liens de coopération militaire. Un accord de coopération qui constitue un maillon supplémentaire de partenariat entre nos deux pays. Face aux défis de tous ordres, l'Algérie et le Mali sont résolument engagés dans la lutte pour le progrès, le bien-être et la prospérité de leur peuple. C'est pourquoi la tenue de cette session revêt pour nous une importance toute particulière. En effet, elle permet aux deux délégations de passer en revue la coopération militaire bilatérale afin de renforcer davantage ses acquis. Cette rencontre insufflera une nouvelle dynamique dans la coopération des armées maliennes et algériennes dans un environnement de paix et de sécurité. Aujourd'hui, compte tenu de la multiplicité des crises internes, du banditisme, du trafic de drogue, de l'apparition de nouvelles formes de menaces et du terrorisme transnational, la bande sahélo-saharienne se présente comme une région géostratégique sensible et instable. En conséquence, nous devons plus que jamais nous attaquer à la problématique sécuritaire dans cette région et ses effets collatéraux sur le développement socio-économique et la circulation des personnes et des biens,
dans nos pays. Ces retrouvailles entre armées maliennes et algériennes sont aussi des témoignages de vitalité des relations séculaires qu'entretiennent les frères d'armes d'Algérie et du Mali. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Kimfa Konaté, est rentré hier soir d'une visite de travail en France. Il s'agissait pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, d'explorer les possibilités d'appui à certains projets de son département, notamment la deuxième chaîne de télévision publique dont le démarrage des émissions est prévu avant la fin de l'année, la formation des journalistes de la presse publique et privée en vue d'une couverture médiatique idoine des élections prochaines, le passage de l'analogique au numérique et la création de l'école supérieure de journalisme et de communication. Nyanza Koulibaly, notre envoyé spécial, nous fait le point de ce séjour. Les différents projets concernés par cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sont qualifiés de dossiers d'urgence par le ministre lui-même. La préparation des élections. Il s'agissait pour nous d'explorer les voies et moyens nécessaires pour la formation des journalistes. C'est l'ensemble de la presse malienne qui doit être opérationnelle, bien préparée pour la réussite des élections. Le deuxième sujet porte sur le passage de l'analogique au numérique. Vous savez qu'en 2015, ce sera la fin de l'analogique. Il s'agissait pour nous maintenant, compte tenu de l'expérience de nos partenaires français à la matière, de voir quels sont les problèmes auxquels ils ont été confrontés, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées pour mener à bien ce passage de l'analogique au numérique et bénéficier de leur expertise, de leur appui et de leurs conseils. Le troisième sujet, la création d'une école supérieure en journalisme et en métier de la communication. C'est un projet extrêmement important pour Monsieur le Président de la République, pour Madame le Premier ministre, pour l'ensemble du gouvernement, ce projet qui porte sur une véritable refondation de l'ensemble de la presse malienne. Aussi, c'est au pas des charges que la visite a été conduite à la fois auprès des services de décision et d'engagement qu'à l'endroit de tous ceux dont l'expertise et l'expérience sont nécessaires à la réalisation ou à l'accompagnement des 10 projets. Il en est ainsi des ministères chargés de la coopération et de la communication où des pistes d'appui à la formation des journalistes ont été ciblées. C'est le cas également en ce qui concerne les possibilités de partenariat avec les chaînes de télévision et les centres de formation professionnelle visités. Sur l'avenir immédiat de la coopération, je dirais que le premier domaine dans lequel nous intervenons, c'est le lancement de la deuxième chaîne de l'ORTM. Nous avons depuis quelques mois travaillé sur ce projet avec les responsables de la télévision malienne et nous allons continuer à accompagner ce très beau projet dans la durée au cours de l'année 2012. Quant à l'audience avec le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, elle a été ponctuée d'engagements concrets et de bonnes intentions pour le Mali, comme la restitution du patrimoine cinématographique et la réhabilitation de la salle de cinéma appelée Soudan Ciné. Autant de choses qui expliquent la satisfaction du ministre Sidi Kimfa Konaté. Nous avons un certain nombre de pistes aujourd'hui qui sont là, des engagements qui sont là. Le plus important est maintenant d'en assurer le suivi. Et nous sommes persuadés qu'avec l'appui de Monsieur le Président de la République, avec l'appui de Madame le Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, nous sommes sûrs que nous allons tenir les promesses avec l'accompagnement de nos différents partenaires. S'agissant des séances de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, M. Michel Boyon, ainsi qu'avec le cabinet de Madame le ministre du Budget, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est dit renforcé dans ses autres attributions de tutelle de la régulation et de porte-parole du gouvernement par leur expérience respective. Et une autre visite, celle du ministre de l'Énergie et de l'Eau en République populaire de Chine. Lors de son séjour, Habib Ouane et sa délégation ont rencontré les dirigeants de la société TBA, un des plus grands fabricants de transformateurs haute et ultra tension. Au cours de la séance de travail avec la direction de TBA, le ministre Ouane a souligné l'intérêt du gouvernement à développer les sources de production et d'approvisionnement en biocarburant, en hydroélectricité et dans l'interconnexion. Maliens et Chinois ont également souhaité plus de coopération entre nos deux pays dans les domaines des énergies renouvelables et de l'interconnexion des réseaux électriques. Un protocole d'accord en matière de financement et de réalisation d'infrastructures électriques a été signé entre les deux parties.
Commémoration des 51 ans d'indépendance du Burkina Faso. À l'occasion, l'ambassadeur du Faso au Mali a organisé hier soir une réception. La cérémonie a regroupé plusieurs membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique, sans oublier les membres de la communauté burkinabé au Mali. Adraman Maïga était de la réception. Proclamée République la Haute-Volta le 11 décembre 1958, le Burkina Faso a accédé à son indépendance le 5 août 1960. Ce pays, dénommé pays des hommes intègres, a désormais 51 ans. Pour commémorer ce 51e anniversaire, la chancellerie du Burkina Faso au Mali a organisé la présente réception. Cette cérémonie riche en couleurs a regroupé autour de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali d'importantes personnalités, parmi lesquelles les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques accrédités au Mali, la communauté burkinabé au Mali et leurs sympathisants. Après l'exécution des hymnes du Mali et du Burkina Faso, l'occasion était surtout bonne pour le Sani Mohamed pour faire un état de lieu de l'année 2011 dans la sous-région ouest-africaine. 2011 se définit comme une année fort difficile. À travers le monde, plusieurs pays ont été mis à rudes épreuves, soit pour leur forme de gouvernance politique ou pour les modèles économiques et de développement. Au cours de cette réception, la coopération Mali-Burkina Faso a également été évoquée par l'ambassadeur du Burkina Faso dans notre pays. Selon Sani Mohamed Topan, cette coopération exemplaire se renforce de jour en jour avec la tenue régulière des sessions de la grande commission mixte Mali-Burkina et avec la signature le 24 mars 2005 de l'accord de coopération militaire et technique entre nos deux États. Nous devons, tout en tenant compte de l'évolution sociopolitique de notre sous-région, poursuivre nos efforts pour consolider nos acquis en vue d'en faire un référentiel de l'intégration sous-régionale. C'est en cela, me semble-t-il, que nous devons ensemble continuer à construire de nouveaux ponts. La situation au Nord Mali a également été évoquée par l'ambassadeur au cours de cette fête anniversaire des 51 ans du Burkina Faso. La résolution de ce problème, né des conséquences de la crise libyenne, passe forcément, selon l'ambassadeur, par la conjugaison d'efforts de tous les pays concernés, appuyés par la communauté internationale. Et je vous le disais tout à l'heure, Maliens et Russes sont réunis à Bamako pour la deuxième session du groupe de travail russo-malien. La session aborde plusieurs sujets, dont l'impact des événements en Libye sur la situation dans la bande sahélo-saharienne, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Les deux délégations échangent également sur l'expérience russe en matière de lutte antiterroriste. Bourama Traoré, compte rendu. Quand les mots ne suffisent pas, il faut passer aux actions. Telle semble être désormais une nouvelle démarche adoptée par la Russie et le Mali dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Maliens et Russes sont réunis pour leur deuxième session après celle tenue en Russie en 2009. La session de Bamako vise surtout à comprendre davantage les phénomènes pour mieux agir. Dans ce sens, Mali est notre partenaire privilégié. Nous sommes très intéressés de savoir votre opinion, votre analyse sur ce qui se passe dans la région avant tout, ce qui est lié avant tout avec la prolifération des armes de provenance de Libye. Cette deuxième session du groupe de travail russo-malien passe au peigne fin plusieurs questions relatives au terrorisme et à la criminalité transnationale. Il s'agit en l'occurrence de la lutte contre la dissémination des armes légères et des petits calibres, l'impact de la crise libyenne sur la situation dans la bande sahélo-saharienne. Les deux délégations vont également échanger sur le programme d'urgence du Mali visant à renforcer la paix dans le nord du pays et l'expérience russe en matière de lutte antiterroriste. Les débats que nous allons engager, la disponibilité des uns et les autres sur échanger les informations sur la lutte contre le terrorisme, les facilités de coopération nationale, régionale et internationale conforteront, à n'en pas douter, les deux parties décidées à engager une lutte sans merci contre le terrorisme et la criminalité sans frontières. Ainsi, cette deuxième session du groupe de travail russo-malien devra formuler une batterie de recommandations. Recommandations dont la mise en œuvre permettra, espère-t-on ici, d'engager des actions vigoureuses contre les terroristes et autres criminels.
La SOPAM Énergie veut se faire connaître du grand public afin de mieux répondre à ses besoins. C'est l'objectif visé par les journées portes ouvertes tenues hier. Le reportage de Amadou Ouattara. Le besoin de communiquer est une nécessité pour toute entreprise qui veut se rapprocher des populations. En organisant ces journées portes ouvertes, la SOPAM Énergie crée ainsi un espace d'échange et de dialogue entre les différents acteurs concernés. Ces journées portes ouvertes ont un but essentiel, c'est de pouvoir communiquer avec le grand public. Le second objectif, c'est pour remercier aussi tous ceux ou celles qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Le projet a passé des moments très difficiles. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui nous ont aidés dans l'homme. Et c'était ce jour-là, après l'inauguration, de revenir remercier ces hommes et ces femmes-là qui ont eu à des moments bien précis apporté leur soutien en tout cas au projet. Après une année de fonctionnement, on peut dire aujourd'hui que la SOPAM Énergie a contribué à stabiliser la fourniture de l'énergie au niveau de EDM SA. L'espoir résidait d'abord dans le fait que dans un secteur aussi technique et complexe que celui de la production électrique, des Africains avaient réussi à se donner la main pour réaliser dans un partenariat public-privé ce projet de grande envergure. Mais le vrai espoir était que la construction de la centrale SOPAM soit allée à son terme après les moments de doute, d'interrogation, d'angoisse et de certitude qui ont succédé à l'euphorie des premiers jours. La mise en œuvre de ce projet découle de la volonté politique de l'État malien en vue de renforcer les capacités de production du réseau connecté à moindre coût. Sa contribution est substantielle pour l'équilibre de l'offre et de la demande au niveau du réseau interconnecté national. Cette contribution, tenez-vous bien, constitue 25 voire 30% de la production totale d'énergie. C'est vous dire qu'il s'agit d'une contribution significative. Une visite guidée et un déjeuner de presse suivi de projections de documentaires ont été d'autres temps forts de ces journées portes ouvertes. Ouverture ce matin de la 3e assemblée consulaire de la 2e mandature de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au cours des 2 jours de délibération, il sera question du rapport d'activité du budget 2011 et de la présentation du budget 2012 estimé à 12 milliards de francs CFA. Les élections consulaires au sein de la structure fêtière sont également prévues en 2012. Moïse Traori. La 3e assemblée consulaire de la 2e mandature 2008-2012 se tient alors que la structure fêtière amorce un tournant doublement décisif. Le mandat du président de la Chambre de commerce et d'industrie tire à sa fin et des élections consulaires sont prévues en 2012, l'année des élections générales au Mali. Aujourd'hui, une page se tourne et nous voici au seuil d'une aube nouvelle, une année électorale où le secteur privé malien, conscient de sa valeur intrinsèque et de ses capacités, veut recréer un climat de confiance. Un climat de confiance, jeter les bases d'une coopération nouvelle et enrichissante pour toutes et pour tous. Le secteur privé malien, main dans la main, entend jouer toute sa partition dans la conquête d'une véritable indépendance économique. L'Assemblée consulaire statue sur le rapport d'activité du budget 2011 et planche sur le projet 2012. L'exercice 2011, c'était à peu près 12 milliards. Et il faut le rappeler, les 12 milliards contiennent en fait l'essentiel des investissements, qui font 9 milliards 750 millions, dont la construction des délégations régionales, mais également la construction du parc d'exposition de Bamako. C'est ce qui fait que le budget était à 12 milliards. Sinon, comme je l'ai dit, c'est entre 1,7 milliard et 1,8 milliard. Aux côtés de leurs collègues de la capitale, les délégués régionaux prennent part aux travaux de 2 jours. Je saisis l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour exhorter le secteur privé à plus d'efforts et de persévérance pour contribuer davantage à la croissance et à la réduction de la pauvreté.
L'Assemblée consulaire est l'organe délibérant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ces décisions ont valeur d'acte administratif. 31e session du conseil d'administration de la Poste. Au cours de cette session, les administrateurs de la structure ont examiné les états financiers de 2010, le programme d'activité et le projet de budget 2012, entre autres. Le budget de fonctionnement connaît une augmentation de 5% par rapport à celui de 2011. Il est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est ce que nous dit Ramata Konati. Pour mieux répondre aux besoins des populations en termes d'envoi de lettres, colis ou transfert électronique d'argent, les administrateurs de la Poste échangent sur les projets de l'année 2012. La 31e session du conseil d'administration de la structure porte entre autres sur le programme d'activité et le projet de budget de la période indiquée. Pour le budget de fonctionnement, il est à peu près à 1 milliard 945 millions. À ce niveau, par rapport à 2011, nous avons une légère augmentation de 5%. Par contre, le budget d'équipement, par rapport à 2011, a été revu à la baisse de plus de 50%. On l'a vu dans l'ordre de 125 millions. Cette diminution du budget d'équipement s'explique. Nous avons essayé d'être réalistes en tenant compte de l'environnement dans lequel nous vivons. 2012 sera entre autres marqué par des élections générales et aussi compte tenu de la situation économique, notamment au niveau de la pluviométrie qui n'a pas été très satisfaisante sur le territoire malien. Et sur le plan mondial aussi avec nos partenaires, nous ne pourrions pas vraiment être en mesure de mobiliser tout ce qu'il nous faut. En 2012, la structure va s'adonner à la sensibilisation des populations sur l'importance de la boîte postale. Objectif, distribuer plus de 1000 boîtes postales. Autre dossier inscrit dans l'agenda de cette 31e session, les états financiers de 2010, les textes adoptés pour l'amélioration de la qualité des services de la Poste. Session budgétaire DDMSA, c'était ce matin au siège du conseil d'administration. Les échanges ont porté sur les projets de budget, d'exploitation et d'investissement pour l'exercice 2012. Il s'agissait notamment des budgets de la reprise par la SOMAGEP, la Société malienne de gestion de l'eau potable, de la gestion commerciale du secteur de l'eau potable et du résultat prévisionnel de l'année 2012. Adam Sissoko, compte rendu. Cette session budgétaire s'inscrit dans un contexte difficile car même si des objectifs prioritaires de la réforme institutionnelle sont atteints, des défis importants restent à relever, dont la séparation des secteurs eau potable et électricité qui sera effective à partir de janvier 2012. À cette date, la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, prendra le contrôle de la gestion commerciale du service public de l'eau sur toute l'étendue du territoire. La gestion de ce service sera alors autonome et totalement indépendante. Selon le président du conseil d'administration de l'EDMSA, la société connaît actuellement une situation financière difficile, toute chose qui ne facilite pas le bouclage des budgets d'exploitation et d'investissement, et tout cela malgré les appuis du gouvernement malien. La société EDEM connaît présentement une situation financière extrêmement difficile, avec notamment une trésorerie très tendue. Compte tenu des contraintes et hypothèses retenues pour l'élaboration des budgets d'exploitation et de l'investissement, le résultat prévisionnel 2012 est estimé à moins 15 milliards de francs CFA environ, malgré une subvention d'exploitation de 1 milliard octroyée par l'État. En plus des projets de budget pour l'exercice 2012, les membres du conseil d'administration ont réexaminé d'autres points, dont l'état d'exécution des recommandations du précédent conseil d'administration et la régularisation des dossiers approuvés par la procédure de consultation à domicile. Fin des travaux de la rencontre initiée par le projet panafricain de formation phase 2. C'était aujourd'hui au département de l'éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales. Ce programme à travers le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation, faut-il le rappeler, œuvre pour l'introduction des TIC à l'école. Isaac Chenou.
La maîtrise des TIC contribuera à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Son intégration en milieu scolaire permettra de donner encore plus d'allant à ce secteur. C'est à cela que le projet panafricain de formation PANAF, à travers les réseaux Ouest et Centre africain de recherche en éducation Rocaré, s'attelle dans 13 pays de l'Afrique, dont le Mali. Aujourd'hui, le programme touche à sa fin. Les résultats obtenus ces 2 dernières années ont été exposés au département de l'éducation de l'alphabétisation des langues nationales. Tout en visant l'intégration des TIC dans l'éducation, ce programme a permis de démontrer que les TIC sont désormais un moyen incontournable pour les pays qui souhaitent positionner leur système éducatif dans une dynamique de qualité de façon durable. Les chercheurs qui œuvrent à l'introduction des TIC à l'école ont déjà une feuille de route précise. Il ne s'agit pas d'introduire pour introduire et de le faire de n'importe quelle façon. Il y a des façons que si on le fait, on court à la catastrophe. Il faut gérer les enfants à la maison, sinon s'ils restent tout le temps devant l'ordinateur, ça posera des problèmes. L'implication de tous les partenaires de l'école permettra de réussir l'introduction des TIC. La technologie de l'information et de la communication bouleverse aujourd'hui la pédagogie, au moment où l'élève découvre l'information en même temps que le professeur. Pourtant, son utilisation pour la formation à l'école est évidente. Aux formateurs de s'y mettre pour ne pas être en déphasage. Les avocats et huissiers du Mali sont en formation et ils apprennent davantage sur le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme pour mieux contribuer à la lutte contre ces phénomènes. Il s'agit au cours des travaux d'échange sur les grands axes de la loi d'une part et d'autre part de se familiariser avec les missions de la cellule nationale de traitement des informations financières. Alpha Maïga, reportage. Qu'est-ce que c'est que le blanchiment? Comment lutter? Qui blanchit? Pourquoi lutter contre? C'est à ces différentes interrogations qu'on va essayer de trouver des éléments de réponse au cours de ces travaux d'échange. Pour y faire face, notre pays, à l'instar des autres pays de l'UMOA, a adopté en 2006 la loi uniforme portant lutte contre le financement des blanchiments des capitaux, la loi sur le terrorisme en juin 2007 et la loi uniforme relative à la lutte contre le terrorisme et enfin la mise en place de la cellule nationale de traitement des informations financières. La réussite de la lutte contre ces crimes est liée à l'implication effective des assujettis, mais aussi à leur connaissance des mécanismes et des instruments utilisés par les blanchisseurs. Les échanges visent surtout à développer des connaissances en matière de traitement de l'information. Informations relatives aux grands axes de la loi contre le blanchiment de capitaux et du projet de loi contre le financement du terrorisme. Dans cette optique, le renforcement des capacités des acteurs sur la criminalité financière, la lutte contre le blanchiment des capitaux est d'une ardente nécessité. Le département de la justice, pour sa part, se félicite. La présidente de la Chambre des notaires du Mali et le bâtonnier ont salué la tenue de cette rencontre, ce qui dénote que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont des conséquences néfastes sur le développement d'un pays. En 4e région, session extraordinaire de l'Assemblée régionale de Ségou, la stratégie de développement économique régional a été adoptée. Par ailleurs, l'Assemblée régionale s'est dotée d'un document cadre de référence comprenant 36 projets en matière de développement durable. De Ségou, le reportage de Candicila. Le document de la stratégie de développement économique et régional de Ségou, soumis aux acteurs responsables et partenaires, traduit la volonté de l'Assemblée régionale de doter la région d'un document cadre qui prend en compte l'ensemble des préoccupations majeures en matière de développement durable. Au total, le document prend en compte 36 projets répartis entre 6 programmes qui touchent des secteurs clés prioritaires dans la région. C'est des projets d'aménagement des terres agricoles, pastoral. C'est des projets d'aménagement d'espace pastoral. Et aussi, il faut tenir compte de l'aspect des enclavements, la construction des routes, des pistes rurales. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect culturel. Qui connaît la région de Ségou? Nous avons un passé glorieux, donc qui constitue un vivier culturel assez important. Donc, une action phare aussi va dans le sens d'initier, de développer
l'industrialisation de la région. Le processus d'élaboration de la stratégie qui a nécessité la participation de l'ensemble des acteurs de la région mérite l'accompagnement nécessaire et celui des autorités régionales ne fera pas défaut. Il faut reconnaître que c'est un document qui est vraiment cohérent parce qu'il prend en compte l'ensemble des préoccupations de la population depuis la base, c'est-à-dire au niveau communal jusqu'au niveau région. Nous devons faire en sorte que notre apport depuis le niveau sous-préfet jusqu'au niveau régional, c'est-à-dire le gouverneur et son cabinet, nous puissions faire en sorte que ce document soit bien accompagné pour qu'il réponde aux préoccupations de la population de la région de Ségou. Aussi, tout en validant le document, les acteurs ont recommandé l'élaboration d'un contrat-plan État-région pour la réalisation des infrastructures structurantes et la promotion du partenariat public et privé conformément à l'esprit de la stratégie de développement économique régional. Notons que ce document a été élaboré grâce au soutien du pacte, le programme d'appui aux collectivités territoriales. Sa mise en œuvre s'étend sur 5 ans. Inauguration à Denga, dans la commune de Borem, d'une adduction d'eau sommaire réalisée par un consortium d'ONG internationales dont Save Children. Cet ouvrage a coûté plus de 40 millions de francs CFA. De Gao, la correspondance de Aïssata Saliou. Plusieurs éléments composent cette adduction d'eau dans la commune de Taboué, dont vient de bénéficier la population de Denga. Il s'agit d'un puits, d'un château d'eau, des plaques solaires et d'une pompe. Elle est l'effort conjugué d'un consortium comprenant les ONG internationales, Save the Children, Hélène Keller et Catholic Relief Service, sur un financement de l'USAID à hauteur de 40 500 000 francs CFA. L'objectif du programme, c'est de réduire l'insécurité alimentaire au niveau des cercles bénéficiaires du programme. Donc, il ne peut pas y avoir de sécurité alimentaire sans eau. Donc, si on réalise ce point d'eau potable, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Depuis 4 ans, les ONG exécutent au profit des 30 villages le programme MIAP, Multi-Year Assistance Programme, dans le cercle de Bourem. En plus de l'adduction d'eau, ce programme intervient dans l'agro-entreprise, la santé et la nutrition, ainsi que la réponse aux urgences. À Denga, désormais, l'eau potable est à portée de main. Je suis très satisfait d'avoir ces joyaux et je ne peux dire combien de fois je suis content et la population de Denga est contente. La délégation s'est également rendue à Moudakan pour tenir une réunion avec les groupements des femmes de l'épargne crédit communautaire. Cette caisse d'épargne vise à lutter contre la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus. C'est les femmes qui souffrent. Nous, nos hommes partent en aventure, laissent les enfants avec nous. Mais grâce à ces activités-là, Dieu merci, on se débrouille. Les visiteurs ont ensuite eu droit au folklore du terroir et à la course de chevaux. Démarrage hier après-midi de la foire exposition des commerçants détaillants au parc d'exposition de Bamako. Plus de 300 exposants sont venus des régions du district de Bamako et des pays voisins. Jusqu'au 1er janvier 2012, cette foire reste ouverte au public 24 heures sur 24. Boubacar Sissoko nous fait découvrir. Cette cérémonie consacre le lancement officiel des activités de la rue marchande au parc d'exposition de Bamako, route de l'aéroport. Cette rue marchande a été initiée par la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants du Mali et la Fédération nationale des centres de gestion agréés du Mali. Plus de 300 exposants sont venus des régions du district de Bamako et des pays voisins. L'objectif fondamental visé est le commerce de proximité pour le désengorgement des marchés centraux. Il s'agit également pour les organisateurs d'offrir des articles à des prix abordables aux populations pour cette fin d'année. Ainsi donc, diverses marchandises sont exposées où tout le monde peut trouver son compte. Les stands sont garnis d'articles comme l'habillement, les parures, les équipements, les meubles, les produits de beauté, les céréales et même de la volaille. Cette rue marchande se poursuit jusqu'au 1er janvier 2012. Elle reste ouverte au public 24 heures sur 24.
Et c'est au parc d'exposition de Bamako, autre grand titre de ce journal. Un colloque international sur Balafaseke Kouyaté s'est ouvert cet après-midi au Conservatoire des arts et métiers multimédia. Cette rencontre scientifique réunit des historiens, sociologues et communicateurs traditionnels afin d'échanger sur les moyens de valoriser l'œuvre et l'héritage de Balafaseke Kouyaté. À travers ateliers et conférences, les participants vont aussi débattre de l'histoire du Soso Bala, tout en se penchant sur la légende du balafon sous l'Empire du Mali. Les détails, c'est avec Aboubakar Maïga. C'est le point de départ du programme de recherche générale lancé par le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté. Les 3 jours de discussion scientifique visent à mobiliser l'intelligentsia nationale et africaine autour de l'héritage de Balafaseke Kouyaté, les griots et les conseillers spéciaux de l'empereur Soundiata Keita. Au cours de ces colloques internationaux, il sera surtout question de la créativité artistique et culturelle de l'éminent griot magicien du Mandé. Les échanges d'expérience visent surtout à pérenniser son héritage en apprenant aux lycéens et aux étudiants les rôles joués par les communicateurs traditionnels pour la sauvegarde de notre histoire. Le présent colloque, au-delà de la reconnaissance du rôle et de la place de l'héritage de Balafaseke Kouyaté dans la conservation et la valorisation de nos traditions, vise les objectifs suivants. Collecter et analyser les informations disponibles tant auprès des traditionalistes que dans les rares textes sur les origines, les caractéristiques et la place du Soso Bala dans notre histoire du XIIIe siècle à nos jours. Constituer une équipe pluridisciplinaire internationale de chercheurs, promouvoir une politique de publication scientifique et pédagogique pour les étudiants des écoles d'art et des universités. Pendant les 3 jours de ces colloques internationaux de Bamako, les chercheurs et traditionalistes vont débattre des questions relatives au rôle de l'instrument balafon dans l'espace mandin au temps des empires. Nous publions très peu dans ce pays. Et donc l'objet de ce colloque, c'est de consigner par écrit les textes qui vont être dits. C'est pour ça que nous allons interroger les traditionnistes et nous allons écrire ce qu'ils vont dire de la plus belle façon et ce sont eux qui les signeront. Les scientifiques diront ce que leurs recherches leur auront dit et ils le signeront. Ces 2 co-signatures présentifiées sur un document sera l'an 1 de la recherche nouvelle que nous allons désormais perpétuer ici au Conservatoire. Selon le professeur Maïga, plus de 90% des textes relatant l'histoire mandingue sont écrits par des auteurs étrangers. Ces colloques internationaux se veulent donc une opportunité afin de stimuler la classe intellectuelle malienne à multiplier les initiatives pour valoriser les bienfaits de la tradition orale. Cela en passant par les patrimoines légués par les maîtres paroliers Balafaseke Kouyaté. Et à présent, un clin d'œil à la 8e édition du festival de Niamina qui a été marqué par beaucoup de prestations musicales. Des musiciens venus pour la circonstance ont répondu oui à la valorisation de la culture africaine en général et en particulier à celle du Mali. À travers chants et danses, les musiciens ont prodigué des conseils aux populations de la localité, des conseils relatifs à la préservation des valeurs sociétales. Envoyés spéciaux, Djemba Moussa Konate, Sidi Modibo Dambélé et Daouda Kouné. La musique. Comment le cinéma et la musique peuvent apporter un changement de comportement d'une société? Pendant 3 jours de prestations et de projection de films, des artistes et des cinéastes de renommée ont tenté de donner une réponse à cette question. Le message que Youssou N'Dour nous a envoyé, il disait que avec l'image et la musique, il n'y a pas de frontières. Et c'est le meilleur outil pour communiquer avec le monde extérieur. L'Afrique est très mal connue. Et pour connaître l'Afrique, il faut rentrer dans l'image et dans le son. La culture n'a jamais été un luxe pour un peuple ou pour un homme ou pour un individu. La culture est une nécessité pour vivre et pour survivre.
Les berges du fleuve Niger choisies à cet effet n'est pas fortuit pour l'initiateur du festival, car l'eau est une source d'inspiration, nous explique Suleiman Sissé, président de l'ICKO. C'est vraiment de transformer le festival de N'Djamena à un festival professionnel. Vous avez vu les plages qui sont là. On peut les exploiter sur plan touristique. Et je pense quand même qu'il est grand temps qu'on donne des moyens, qu'on assiste à ces genres de festivals pour en faire de grands festivals. Les anciens du cinéma africain croient en l'avenir de la musique malienne et africaine qui est avant tout un facteur d'apaisement des conflits depuis les temps les plus reculés de l'histoire du Mali. Nouvelle parution dans les kiosques. Il s'agit de Midi Info. Midi Info est un journal d'informations diverses, d'analyse et d'investigation. Voilà, Midi Info, dont la parution a commencé le lundi 19 décembre et vous pourrez retrouver dans les kiosques. Midi Info, un hebdomadaire d'information générale et d'analyse, et politique aussi et d'investigation. Voilà. Et à suivre après ce journal, l'intégralité de la cérémonie de pose de la première pierre du complexe numérique de Bamako, effectuée hier par le chef de l'État, Amadou Toubani Touré. Sur ce prend fin ce journal. Merci de votre constante fidélité. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Alassane Suleiman. Merci à vous qui nous suivez de Bobigny, Saint-Denis, Villetaneuse et Sarcelles. C'est en France. Je vous dis bonsoir et surtout, restez à notre compagnie. Le programme de l'ERTM continue.